je suis Samuel Le Sueur et je suis le président et fondateur de l'Electrolab. Alors, l'Electrolab, je vais essayer de vous le présenter rapidement. Je vous encourage cependant à venir voir sur internet, sur notre site web, ce qu'on fait pour de vrai. Alors, donc à la base, si vous voulez, moi je suis ingénieur électronique et informatique. Et donc, je participais activement au mouvement open source en France. Et le mouvement open source a été principalement sur des logiciels. Qu'est-ce qu'un logiciel open source? Il y a plein d'exemples en ligne, hein, que vous avez Firefox, vous avez OpenOffice, vous avez Linux, enfin voilà, énormément de logiciels. Et en fait, le mouvement open source permet à tout le monde d'utiliser ces logiciels sans aucune contrainte, de les diffuser, de les modifier, de les adapter à leurs besoins. Et du coup, autour de ça se crée une communauté qui est très importante de gens qui sont non seulement utilisateurs, mais également acteurs dans leur logiciel. Et donc en 2010, quand j'ai eu cette idée de créer l'Electrolab, il faut savoir qu'il n'y avait pas encore de Fab Lab en France. Il y avait 3 lieux en Ile-de-France qui s'appelaient des hackerspaces et qui étaient en fait des lieux où les gens se réunissaient pour faire du logiciel open source. Et donc c'était vraiment quelque chose qui était très basé sur le logiciel et basé notamment dans des squats parce qu'il n'y avait pas de structure juridique, il n'y avait pas de vraie existence de ces lieux, c'était encore vraiment le tout début de l'existence. Et il se trouve que moi, avec mon parcours d'électronicien, j'avais pas envie de faire du logiciel, j'avais envie de faire des choses plus concrètes. Ça va être de l'électronique, ça va être de la mécanique, ça va être du poids, ça va être voilà, toutes ces choses un petit peu différentes. Et je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas possible dans les structures existantes parce que pour faire de l'électronique, il faut de la bonne lumière, il faut un endroit fiable, pas humide, il faut des endroits où on peut mettre des équipements qui valent cher. Et donc, il fallait une structure adaptée. Voilà. Ça, c'est un petit peu la naissance de l'Electrolab. Pour la petite anecdote, à l'époque, au moment de la création, j'avais fait un sondage dans la rue. J'étais passé dans la rue, j'avais demandé aux gens comment fonctionne leur téléphone. Eh bien, c'est une catastrophe. Les gens ne savent pas comment fonctionne le téléphone. Ils savent comment on l'utilise. Alors, on m'a parlé d'applications, on m'a parlé de je clique ici, je fais ça. C'est pas ça la vraie question. Comment marche un téléphone? Et la réponse, tout le monde s'en fout. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que si vous voulez innover, vous ne pouvez pas être uniquement utilisateur de la technologie. Vous devez être acteur, vous devez comprendre comment elle fonctionne, vous devez vous l'approprier, vous devez l'adapter à vos besoins. Voilà, c'est ça l'idée de l'Electrolab. Donc alors on appelle ça un hackerspace. Alors, grâce à Hollywood et aux très mauvais films, les hackers ont très mauvaise image parce qu'on les confond avec les pirates informatiques. C'est très différent. Les hackers, ce sont des gens qui sont issus du monde open source et qui partagent gratuitement avec la communauté leur création. Et c'est très différent. Du coup, le terme hacker en anglais, ça veut surtout dire modifier, adapter à ses besoins. Voilà, je précise avant de me retrouver escorté dehors par la sécurité. Voilà. Du coup, en 2014 maintenant, 4 ans après la création de l'Electrolab, on a vu pas mal de nouvelles structures émerger et je voudrais juste faire une toute petite distinction, toujours pour situer l'Electrolab, parce qu'on parle de révolution et on a un peu l'impression d'être des révolutionnaires parmi les révolutionnaires parce qu'on rentre dans aucune case. Donc, si vous voulez, on a d'un côté ce qu'on appelle les tech shops qui viennent des États-Unis, c'est un mouvement d'entreprises en fait, qui mettent à disposition d'autres entreprises des moyens de fabrication, des services, des conseils, etc. On aura, je pense, une petite explication du tech shop parisien qui est aussi d'ailleurs. Il y a les Fab Labs. Alors, les Fab Labs, c'est un petit peu plus la partie réservée aux particuliers. On va mettre toujours à disposition de particuliers qui n'ont pas l'habitude d'être créatifs des machines telles que les imprimantes et telles que des vinyl cutters, des machines à couper le bois, pour que les gens puissent exprimer leur créativité et construire des projets amusants et sympathiques. Et puis enfin, il y a les hackerspaces. Alors, idéologiquement, c'est plus lié au logiciel et maintenant les hackerspaces évoluent parce que notamment à l'Electrolab, on va avoir bien sûr de quoi faire du logiciel, mais aussi des machines industrielles, des tours numériques, des fraiseuses, des choses qui sont d'habitude réservées à une industrie et à des professionnels qu'on va mettre à disposition de particuliers, mais aussi de professionnels, j'y reviendrai un petit peu après. Voilà, donc ça c'est la présentation rapide de l'Electrolab. On a été notamment la première structure à avoir un bail et une assurance. Alors aujourd'hui en 2014 c'est évident. C'est un petit peu plus centré dans les mœurs et donc on a pu mettre en place un groupe pluridisciplinaire où en fait qui va s'adapter en fonction des projets et des envies des gens. Si vous avez envie de venir faire du bois à l'Electrolab, c'est possible. Peut-être que pour l'instant il n'y a pas de bois, mais on fait évoluer le local petit à petit pour s'adapter à toutes les volontés des membres. Et on va essayer de mettre l'accent sur les projets très techniques. On ne va pas uniquement utiliser les machines, les imprimantes 3D, on va en concevoir par exemple. On ne va pas uniquement utiliser un laser cutter ou l'acheter, le faire livrer, comme on disait, et pas savoir l'utiliser, on va se l'approprier
démonter d'autres machines, concevoir un laser cutter à nous, qu'on va savoir maintenir, qu'on va savoir comment il fonctionne pour de vrai, et qu'on va pouvoir adapter à nos besoins. En fait, on refuse l'obscurantisme technologique, tel qu'on a pu le voir avec l'histoire du téléphone. On refuse de voir un téléphone comme une boîte noire. On essaie de comprendre comment ça marche, on essaie de voir les milliards de transistors qui s'agitent à l'intérieur et qui s'occupent des millions de lignes de code qui ont été rédigées par des centaines de personnes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de comprendre. Si je vous parlais aussi d'évolution du lieu, il faut savoir qu'il y a 4 ans, l'Electrolab faisait 150 mètres carrés. Et là, depuis le mois de mai 2014, on a loué l'intégralité du bâtiment, donc on fait maintenant 1500 mètres carrés de laboratoire. On est en train d'adapter avec nos maigres moyens, parce que nous sommes révolutionnaires, mais sans sous, puisqu'une association. Donc nous avons toute une communauté, je vous parlais de la communauté open source, c'est très important pour nous, la communauté de gens qui viennent à l'Electrolab et qui se rendent compte que pour créer leur projet, ils ont besoin d'investir du temps, ils ont besoin de construire ce lieu, de s'approprier, et donc on a des gens qui viennent poser du carrelage, faire monter des murs, tirer des réseaux électriques, de manière à avoir un laboratoire, transformer un sous-sol, un cellule en fait, en laboratoire, qui leur permettent de réaliser des projets divers et variés. Voilà. Donc en fait, l'Electrolab, la communauté, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est à la fois un regroupement de moutons à 5 pattes, parce qu'on parle de French bashing, et nous on a surtout vécu en tant qu'ingénieur le geek bashing, c'est-à-dire la technologie, c'est pas intéressant, c'est ringard. Finalement, ce qui est important, c'est le commerce, la finance, et puis les matchs de foot le soir. Et finalement, savoir comment le téléphone marche, on s'en fout, on nous emmerde. C'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment ressenti nous en tant qu'ingénieurs et qu'on essaie aujourd'hui de changer, et ce qui va, on espère, pousser un petit peu cette révolution un petit peu plus loin. Voilà. Donc, finalement, ce tiers-lieu, parce que c'est un tiers-lieu, c'est ni la maison ni le travail, c'est un endroit où les gens différents, avec des parcours différents, avec des projets différents, vont se rencontrer. Et ce brassage de toutes ces cultures, c'est ça qui va créer l'innovation. Si on met que des ingénieurs électroniques dans une pièce, ils vont avoir tous la même idée au même moment. Par contre, si à ça on ajoute des artistes, des profs, des étudiants, des ingénieurs, des gens à la retraite, si on a même des contrôleurs des impôts, enfin, tous ces gens-là qui ont tous leur petit mot à dire sur le projet, ça fait vraiment quelque chose de super, et c'est là qu'on va avoir un petit peu d'innovation. Après, on appelle ça Hackerspace. En fait, c'est maintenant le remplaçant de ce qui était avant des clubs électroniques, des clubs de radio amateurs, des clubs de robotique. C'est juste une nouvelle façon de faire ça. Alors, on parle de révolution. La révolution industrielle passe par beaucoup de choses, et on espère que l'Electrolab participe à sa petite façon à la révolution industrielle qui est en train de se passer. D'abord par la démystification de la technologie, ensuite par la maîtrise des moyens de production, qui reste quand même la base de l'industrie. Tout faire sous-traiter, c'est bien. On parlait par exemple des moules en Chine. C'est vrai que dans mon entreprise, on avait envoyé les moules en Chine pour qu'ils fassent les produits pour nous, qu'ils fassent des pièces. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils dégradaient la qualité pour améliorer leur marge de plus en plus. On avait beau avoir des produits qui avaient l'étiquette Made in France, mais au final, ça sortait de moules chinois et on avait le même problème que les moules chinois. Donc vraiment, la maîtrise des moyens de production, c'est quelque chose sur lequel on incite beaucoup l'Electrolab, et notamment en faisant nous-mêmes la maintenance et en fabriquant nous-mêmes nos outils et nos machines. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la moitié du conseil d'administration de l'Electrolab sont en fait des cadres de l'industrie française. On s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans nos façons de fonctionner dans nos boulots respectifs. Donc on a voulu faire ça. L'Electrolab, c'est une façon différente de concevoir des produits. Après, innover ne veut pas dire tout jeter. C'est pas parce qu'on fait la révolution qu'il faut tourner le dos à 50 ans d'innovation technologique, parce qu'il y a des gens et des entreprises qui innovent déjà, qui font ça bien. On ne peut pas tout balayer d'un revers de table. Il faut commencer par comprendre ce qui a été fait et essayer de voir les points qui sont nouveaux. Notamment l'industrie est un process complexe et long, et heureusement, parce que du coup on a des produits qui sont fiables, tels que nos voitures. Vous imaginez une voiture qui aurait été conçue trop rapidement, elle serait dangereuse. Donc c'est vraiment un process long, et le problème c'est que l'innovation vient au tout début, comme vous disiez tout à l'heure, au moment où les gens n'ont pas d'argent, n'ont pas de moyens. C'est là que l'Electrolab intervient, parce que non seulement il permet aux gens qui ont des idées d'avoir une certaine acceptation sociale. Quand on vient à l'Electrolab avec une idée de projet un peu loufoque, bien reçue, on a des gens qui sont intéressés par le projet, qui savent comprendre ce qu'on veut faire. Et puis on a également un terreau propice, avec des machines, avec des moyens, avec des outils, avec des conseils et de la formation pour pouvoir réaliser le projet jusqu'au bout. Parce que l'innovation passe également par la compétence. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de faire des études qui leur permettent de réaliser un produit complexe jusqu'au bout. Et donc ils viennent à l'Electrolab avec leur idée, et puis on a des sessions de formation où ils peuvent apprendre un petit peu de mécanique, un petit peu d'électronique, un petit peu de base en chimie par exemple, ce qui va leur permettre de diversifier leur projet et d'aller jusqu'au bout du projet sans forcément avoir les compétences à la base. Et
Et enfin, on parlait donc d'innovation, effectivement, sur le lancement d'entreprise, on va avoir besoin d'impression 3D pour faire des prototypes rapides, mais on va avoir aussi besoin de cartes électroniques, on va avoir aussi besoin de pièces métalliques, on va avoir besoin de beaucoup de choses pour faire des produits complexes. On a des entreprises qui viennent nous voir pour faire des robots, pour faire on voit des exemples aujourd'hui, des choses innovantes, de petits bouts d'avions, de voitures. Ça ne peut pas se faire avec uniquement l'impression 3D, il nous faut autre chose, et c'est ça que l'Electrolab essaie de mettre à disposition. Et nous, par des entreprises, en pré-incubation, au moment où ils ont besoin de prototyper, on leur loue des espaces, on leur donne accès à nos machines comme s'ils étaient membres. Alors ils sont plus membres et non pas clients, mais c'est un nouvel temps. Et on simplifie le lancement et la conception de produits au sein d'Electrolab. On ne va pas le faire à leur place, parce que ça c'est la première erreur, c'est de faire sous-traiter la R&D. Ça c'est la première erreur, il ne faut pas le faire, il faut réinvestir dans la R&D, il faut le faire soi-même, il faut maîtriser sa technologie. Pareil également, vu qu'on vient du milieu open source, hacker et donc Internet, on a aussi des conseils relativement précieux sur toute la partie informatique qui est aujourd'hui décentralisée et sous-traitée à outrance. L'informatique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser en interne aussi. Et donc, on leur donne comme ça des conseils pour ne pas tomber dans les pièges classiques, pour partir avec des bonnes valeurs et sur des bonnes pratiques, donc notamment pousser l'open source dans les entreprises. C'est un nouveau modèle. Et donc, par exemple, en mettant au hasard, sous licence open source, les gens vont pouvoir non seulement l'imprimer, mais également changer la couleur, changer la forme, changer beaucoup de choses. Donc on essaie de pousser ça dans les entreprises qui innovent à l'Electrolab. Voilà. Et puis enfin, on essaye de faire la différence dans l'industrie de demain, on essaye modestement avec nos maigres moyens, mais pas que. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de permettre aux gens de faire des projets qui les passionnent, de rejoindre une communauté, de se sentir à l'aise en tant qu'innovateur, maker, fabricant de projets. Voilà. C'est le petit projet Electrolab dans notre sous-sol à Nanterre. On essaye de gagner en autorité, on essaye de pousser toutes ces bonnes valeurs et toutes ces bonnes pratiques. Et on espère que d'ici quelques années, on ne fera plus 1500 mais 12 500 mètres carrés et que ce sera vraiment un lieu d'innovation et de réflexion. Je vous remercie et je suis à votre disposition après si vous avez des questions.